Bienvenue dans Les élections Parlons-en, un magazine qui vous permet de comprendre l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Et pour ce nouveau numéro, la question principale sera celle de savoir que faire pour espérer un processus électoral réussi. Nous en parlons avec le professeur André Lissongomi. Il est docteur en sociologie politique et électorale, enseignant à l'université de Lubumbashi. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Magloire. Professeur, quel commentaire faites-vous au sujet justement de l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo avec cette étape déterminante qui est celle de l'identification et de l'enrôlement des électeurs? Quel commentaire faites-vous? Merci beaucoup, M. Magloire. Je voudrais saluer également les téléspectateurs qui nous suivent. Effectivement, l'opération de l'identification des électeurs venait de débuter, mais cette opération suscite beaucoup d'interrogations, de questionnements et surtout de craintes. Quand on sait que la période d'enregistrement des électeurs est une période délicate, étant donné que c'est cet enregistrement qui permettra de constituer l'électorat réel. Et lorsque l'on suit de près ce qui venait de se passer dans l'ère géographique ouest et ce qui vient de commencer maintenant, il y a beaucoup de craintes puisque nous sommes en train d'assister à une sorte de recul dans l'organisation de ces élections à venir. Concrètement, c'est quoi qui vous fait dire que l'on assiste à un recul par rapport aux élections qui viennent? De preuves tout à fait concordantes attestent que du point de vue de l'organisation et du point de vue technique, il y a des problèmes. Lorsque vous prenez ce qui venait de se passer dans l'ère géographique ouest, comme je venais de le dire, on a constaté par exemple qu'il y a eu le monnayage de l'accès au centre d'enregistrement, ce qui est déjà un mauvais départ pour la crédibilité des élections, quand on sait que le droit électoral prévoit également les infractions électorales, mais c'est surtout du point de vue organisationnel. On assiste à une sorte de ce que je peux appeler l'amateurisme et l'impréparation. Nous savons que le processus électoral non seulement est budgétisé, mais il est également préparé. Et quand on dit préparation, on dit planification, on dit prévention. La prévention est aussi du point de vue technique. On devrait préparer le matériel, on devrait le tester, mais nous sommes en train d'assister à une sorte de cacophonie dans cette organisation, puisqu'il y a des électeurs qui n'arrivent pas à se faire identifier au travers des images qui sont reprises dans leurs cartes, mais il y a surtout des ratés du point de vue organisationnel, des centres qui ne fonctionnent pas. On a des vidéos, par exemple, où nous suivons des agents de la CENI qui disent qu'il n'y a pas de carburant, qui disent que la machine ne marchait pas, qui disent encore qu'ils ne sont pas motivés. Alors tout cet environnement-là suscite beaucoup d'interrogations et ça soulève la question de la gestion réelle du processus électoral. Et quand nous parlons de cette crainte, c'est aussi par le fait qu'il y a un calendrier qui a été établi, mais ce calendrier n'est pas respecté. Quand le calendrier n'est pas respecté, cela entraîne des effets de ce que je peux appeler les effets d'entraînement et qui risquent aussi d'affecter le calendrier global avec le danger de ne pas être au rendez-vous à la date prévue pour la tenue des élections. Le non-respect auquel vous faites allusion, c'est à quel niveau? Le non-respect... Du calendrier, bien sûr. Tout à fait. Quand vous prenez par exemple la partie ouest, on venait d'ajouter de nouveau, je crois, 25 jours. Prolongé de 25 jours. On a prolongé. Pourquoi on a prolongé? C'est puisque tout simplement, on n'a pas la maîtrise de la gestion. Si l'on avait la maîtrise de la gestion réelle, on allait savoir quand est-ce qu'il fallait déclencher le processus. Il fallait tenir compte des aspects environnementaux. Par exemple, la pluie. Vous savez que la partie ouest, l'Équateur, le Bandundu, le Bas-Congo, c'est une partie assez dense en matière de pluviométrie. Alors, on n'a pas prévu, on n'a pas tenu compte de tout ça. L'Équateur, l'état de la route, c'est très difficile à accéder à certains villages. On devait voir quand est-ce qu'il fallait programmer ce processus par rapport aux contraintes environnementales.
On n'a pas tenu compte de ces contraintes environnementales. Mais du point de vue institutionnel, c'est là où il y a aussi des problèmes. Les machines posent problème. Mais quand vous regardez aussi le nombre de centres, quels sont les ratios qu'on a retenus? Quels sont les ratios? Le centre par rapport à la population, comment on a calculé tout cela? Vous avez des populations qui n'arrivent pas à accéder au centre, ou aussi qui arrivent à accéder au centre, mais qui ne peuvent pas justement arriver vraiment à se faire enrôler. Pourquoi? Puisque le nombre de la population de l'aire géographique est considéré n'est pas proportionnel au nombre de centres retenus par la CENI. Donc, il y a un problème de la cartographie électorale qui se pose à ce niveau-là. Et donc, au regard de tous ces éléments que vous venez d'évoquer tout à l'heure, ça fait que vous ayez des craintes par rapport à l'évolution elle-même du processus électoral. Mais est-ce que ça aura, c'est vrai que ça peut impacter négativement la suite du processus électoral, est-ce que ça peut impacter aussi sur le jour du vote? Quand vous parlez du non-respect du calendrier, c'est vrai par rapport au processus lui-même, est-ce que le jour du vote peut aussi être entamé? Bien sûr. Vous savez que les élections, c'est un problème politique. Vous avez dedans la gestion politique et vous avez la gestion institutionnelle. La gestion institutionnelle est accordée à la CENI en tant que le cadre d'administration du processus électoral. Nous avons assisté à ces pays à des ruptures du processus électoral avec des phénomènes tels que glissement, avec des phénomènes tels que le non-respect du calendrier électoral. La crainte, c'est que si la période retenue pour l'identification des électeurs n'est pas respectée, il y aura absolument des effets d'entraînement. Mais toute la question est celle de savoir, est-ce que cela est fait à dessein ou tout simplement, ça fait partie de la contingence. Nous pouvons mettre cela dans l'optique de la contingence, puisqu'on ne peut pas toujours maîtriser les aléas. Mais je l'ai dit au départ, la gestion des élections, c'est une matière sensible, où on ne peut pas se présenter avec une sorte d'amateurisme. On nous a présenté la nouvelle configuration de la CENI comme étant une configuration ayant des experts. Alors l'expertise n'est pas de l'ordre du parler, l'expertise c'est de l'ordre de l'action, c'est de l'ordre de la gestion. Mais c'est cette gestion-là qui pose problème. Et si l'administration électorale travaille en toute indépendance, en principe, il n'y aura pas une féodation et il n'y aura pas le risque de collision avec le jeu politique, puisque la crainte de beaucoup d'observateurs, c'est d'être tenté de croire qu'on dirait qu'il y aurait une sorte de parallélisme entre le jeu politique et la gestion du processus électoral. Mais c'est à ce niveau-là qu'il y a la crainte. D'accord, je comprends. Mais disons quand même que c'est aussi une première pour le processus électoral en RDC. Pour celui-ci, bien entendu, il n'exclut pas les Congolais de l'étranger qui sont en âge de voter, puisque quand l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs a débuté, l'on a signalé que à chaque fois que des aires opérationnelles seront concernées, on a aussi intégré des pays, certains pays bien entendu, de la diaspora pour permettre à ces Congolais qui sont à l'extérieur de pouvoir s'identifier ou se faire identifier et se faire enrôler. N'est-ce pas là aussi une première? Bien entendu, mais nous avons déjà connu 3 cycles électoraux, oui, bien que ce soit des cycles électoraux inachevés. Oui. Nous avons connu le cycle de 2006, de 2011 et de 2018. En principe, ici, nous devions assister à un cycle de maturité. Ça ne doit pas être un cycle de à peu près, où on vient apprendre sur le terrain, où on reconnaît même que, voilà, c'est vrai, il y a eu des ratés, c'est vrai, il y a eu des insuffisances, nous allons corriger. Non, ça c'est plutôt des élections de rupture, où on devrait assister à l'amélioration et non pas au recul. Si vous prenez la carte qu'on est en train d'imprimer aujourd'hui, est-ce un recul ou bien une avancée? Vous voyez, si nous prenons la manière dont on est en train d'exécuter
le travail dans les différents centres, est-ce un recul ou bien l'avancée? C'est là toutes les questions. Je crois que la nouvelle administration électorale ne devrait pas bénéficier d'un certain, comment je peux dire ça, tolérance, et d'autant plus qu'ils ont eu le temps d'observer le processus électoral en République démocratique du Congo. Ils ont eu le temps de s'imprégner des insuffisances du processus, de faiblesses du processus. Ils ont eu le temps de savoir comment on peut arriver à offrir à la nation congolaise des élections dignes. Quand je parle des élections dignes, c'est aussi des élections qui commencent par ces différentes étapes. L'étape de l'identification, c'est déjà une activité électorale. Et cette activité électorale, hier par exemple, vous parlez de l'intégration de nos compatriotes de la diaspora. Oui. C'est vrai, cela peut être salué, mais ça concerne combien de pays? Ça concerne quelle étendue? Et quel est le calcul, quels sont les critères qu'on a retenus pour prendre tel ou tel autre pays? Est-ce qu'il n'y a pas de calcul politique derrière tout ça? Nous saluons cela, mais seulement la crainte serait de voir une sélection de pays ou bien des critères beaucoup plus sélectifs avec des arrières politiques dedans. À tous les débats qui entourent justement le processus électoral lui-même en cours en RDC, prenons d'un côté le fameux projet de loi proposé par Noël Tchani qui tient mordicus à ce que ça puisse passer. Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons certaines parties prenantes au processus électoral qui boycottent pratiquement l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. La liste n'est pas exhaustive. Tous ces débats qui entourent le processus électoral, est-ce qu'ils concourent à la réussite de ce dernier? Merci beaucoup. Je crois que c'est là le problème. Les élections est un pacte social. Les élections nécessitent absolument un consensus relatif, pas un consensus absolu, puisqu'on ne peut pas y arriver. Vous avez les différents compétiteurs qui ont besoin de se faire, d'être rassurés sur l'organe qui organise, excusez-moi, l'organe qui administre ou bien qui prépare la tenue des élections. Dès lors que la confiance n'est pas là, il y a des problèmes. Je voudrais ici noter deux choses. La première, vous avez évoqué le fameux projet de loi Tchani. Avant, on parlait de 3 phases du processus électoral, la phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Avec des recherches actuelles, on parle de 4 phases, préélectorale, électorale, post-électorale et la phase de la consolidation. C'est pendant cette phase-là que l'on prépare tout ce qu'il y a comme instrument juridique, tout ce qu'il y a comme réforme à apporter. Mais si l'on n'a pas réussi à préparer cela pendant cette période-là, ce n'est pas pendant la période préélectorale que vous allez amener de nouveautés. Sinon, on va tout simplement comprendre que on veut proposer à la nation congolaise des lois taillées sur des mesures, notamment mesures de compétiteurs. Et la loi, le projet de loi Tchani, de mon point de vue, c'est un projet qui menace le vivre ensemble. Pourquoi? Puisqu'il parle de la question de la loyauté du futur président. Il faut qu'il soit absolument congolais de père et de mère. Voyons, la question de la nationalité a connu beaucoup d'évolutions dans beaucoup de parties, dans plusieurs parties du monde. Quand vous prenez ce qui s'est passé dans la démocratie antique, on connaît comment la citoyenneté athénienne était acquise et puis comment il y a évolution. Aujourd'hui, il y a énormément d'évolution au regard du cadre normatif international et aussi national. La loyauté ne passe pas par la biologie. Ce n'est pas une question biologique, c'est une question sociologique. C'est-à-dire qu'il y a la dimension du patriotisme qui intervient, il y a la dimension du nationalisme qui intervient, mais il y a surtout la dimension d'intériorisation des valeurs républicaines. C'est l'intériorisation des valeurs républicaines qui peut faire d'un candidat un bon citoyen, qui peut faire d'un président
un véritable père de la nation. La preuve en est que dans plusieurs parties du monde, on a connu des présidents n'étant pas de père et de mère, mais qui furent de grands hommes d'État et qui ont conduit leur nation à des destinées beaucoup plus meilleures. Je ne peux pas revenir sur notre cas pour faire un regard rétrospectif, pour interroger l'histoire. Qu'est-ce que les citoyens congolais de père et de mère ont fait de ce pays? Et donc, de mon point de vue, la question est sociologique, elle n'est pas biologique. Nous avons aujourd'hui, un peu dans toutes les facultés, le cours de valeurs, principes et symboles de la République. C'est ce qui remplace l'éducation à la citoyenneté. Oui. C'est en fait une sorte de creuse de véritables valeurs que doivent incarner les citoyens de la République. Ce que M. Noël Tchani est en train de faire, de mon point de vue, il est citoyen congolais, il est libre de mettre un point de vue, mais ce point de vue ne doit pas être un point de vue politicien qui vient ici impacter le consensus national. Alors ici, je repose la question. Je parle du pacte social. D'accord. Voilà. Là, c'est dans le vif de ce débat. Ici, je repose ma question en considérant tous ces débats-là. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il lieu d'espérer voir ce processus électoral réussir? Tout à fait. Il y a lieu, mais nous savons comment l'administration électorale a été pourvue de ses membres. Et nous savons que sur ce point, les différents partenaires au processus électoral, notamment les acteurs principaux du jeu politique, qui sont les partis politiques, ne sont pas tombés d'accord sur ce qui s'est passé. Dès lors qu'il y a des divergences de fond, ces divergences de fond risquent véritablement d'entacher tout le processus. Quand vous avez des partis politiques comme le PPRD qui boycottent, évidemment, on ne dit pas que sans le PPRD, il n'y aura pas élection. Mais nous connaissons le poids politique du PPRD dans ces pays, même si ce poids politique a subi des modifications, étant donné que ce maintenant est parti de l'opposition. Bon, c'est hybride, il y a une partie de ce membre au pouvoir et d'autres qui sont à l'opposition. Mais il est important de savoir d'où nous venons. D'où nous venons. Et qu'on ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui d'aller dans une perspective monogale. Non, il est plutôt important de maintenir les dialogues entre les partenaires pour que ces dialogues puissent permettre effectivement de parvenir à un processus beaucoup plus apaisé. Voilà pourquoi, de mon point de vue, j'estime qu'il n'est pas tard de convoquer un dialogue, pas un dialogue du sens de partage du pouvoir, non, un dialogue entre les parties prenantes, entre les forces politiques, pour qu'on arrive à sauver ce processus, puisqu'il y a beaucoup de frustration. Quand vous prenez la composition de la CENI, cette composition n'inspire pas confiance. Et il est important que la question de la confiance, qui est une question centrale, puisque vous ne pouvez pas compétir dans un contexte où vous ne faites pas confiance à ceux qui organisent votre compétition. Et j'estime de mon point de vue qu'il est important qu'on ne puisse pas avoir peur de cette... Et d'ailleurs, en démocratie, il y a dissensus et il y a consensus. Le dialogue est permanent. Qu'est-ce qui est à privilégier entre les deux? Dissensus ou consensus? Le jeu démocratique est fait de deux. Se fait de deux puisque la contradiction fait partie de la liberté d'expression, ça fait partie du vivre ensemble. Les deux sont importants. Le dissensus, c'est un peu comme il y a la thèse, il y a l'antithèse et il y a la synthèse. On ne peut pas rester soit dans la thèse, soit dans l'antithèse, on doit aller vers la synthèse. Et je crois que le consensus, c'est au fait la synthèse. Puisque nous avons la thèse avec l'union sacrée, nous avons l'antithèse avec tout ce parti dit de l'opposition, et puis dit de l'opposition, et puis nous avons besoin de la synthèse pour qu'on arrive effectivement à avoir des élections transparentes, des élections crédibles et surtout des élections inclusives. Nous voyons un peu partout la question de l'identification, l'enrôlement des mineurs dans certaines parties. Il y a par exemple les circonscriptions électorales qui sont taillées sur mesure de forces politiques.
les critères réels de l'équation électorale en matière de la cartographie électorale, c'est un critère démocratique. On regarde la pression démographique et au regard de ça, on arrive à calculer les circonscriptions électorales. Si vous prenez le centre d'enrôlement dans certaines parties de la République, vous allez voir qu'il y a eu gonflement dans certaines parties, sans raison, et que dans d'autres parties, il y a diminution. Donc tout cela, ça n'inspire pas confiance. Ça demande à ce que l'on réfléchisse, qu'on demande à la CENI d'expliquer aux compétiteurs, aux parties prenantes, comment vous êtes en train de conduire le bateau de la CENI, le bateau des élections. Comment vous êtes en train de gérer les processus, puisque ce processus qui doit être transparent ne l'est pas. C'est question d'inspirer confiance. Voilà. Alors, puisque nous tendons déjà vers la fin, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient un quelconque glissement avec ce processus électoral? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Voilà, tout à l'heure, au début, je vous ai dit que il y a la question de la gestion politique, oui, et puis il y a la question de la gestion des élections. Le regard de plusieurs observateurs, c'est de croire que la CENI continue toujours d'être inféodée. Or, nous savons que l'administration électorale doit jouir d'une certaine indépendance, même si elle est politisable déjà par nature, puisqu'on ne peut pas parler des élections qui pourvoient des animateurs politiques sans voir dedans la même politique. La CENI est déjà par essence politisée et politisable. Mais la CENI ne doit pas être inféodée totalement, puisque le glissement, la responsabilité de la CENI sera là. L'homme politique, les acteurs politiques, notamment les institutions politiques, vont tout de suite dire que nous n'avons pas la gestion du processus électoral. Il faut demander à la CENI, qui est comptable, la CENI qui a la responsabilité de gérer le processus électoral. Mais la crainte, c'est de voir cette CENI être inféodée au pouvoir politique. Et si la CENI est inféodée au pouvoir politique, nous allons assister à ces glissements, puisque la CENI va nous présenter les contraintes, la CENI va nous présenter la contingence, la CENI va nous présenter les limites. Or, au départ, je l'ai dit, on nous a présenté le président de l'actuelle CENI comme étant un expert. Et quand on parle de l'expertise, on parle d'une connaissance avérée, une connaissance qui a fait ses preuves, qui a résisté à l'expérience. Et donc, ici, nous n'allons pas cautionner une quelconque CENI qui viendrait apprendre le travail sur le terrain. Bien au contraire, nous voulons une CENI qui est capable de respecter le calendrier qu'elle-même a proposé aux différents partenaires pour que l'on ne puisse pas, en fin de compte, tomber dans ce phénomène dangereux, puisque vous le savez, la rupture du processus électoral, c'est toujours un recul démocratique. Ce qui fait la force des États-Unis d'Amérique, c'est qu'on connaît les dates. Non seulement qu'on connaît le calendrier, mais on connaît même les dates. La date de la tenue de telle élection, de telle... Donc, tout cela nous donne des questions de réflexion. Comment peut-on arriver à institutionnaliser réellement le processus électoral dans notre pays pour que ça ne soit pas un processus fluctuant qui bouge à tout moment au gré des vagues et au gré de l'environnement politique. Non, il faut quand même qu'on arrive à standardiser notre processus électoral. Et le travail de la CENI avec ses corps d'experts, c'était ce travail-là de nous amener à la standardisation. Je ne parle pas d'une occidentalisation à l'infini, mais je parle de la standardisation, puisque le 4e cycle devrait être un cycle de la maturité et non pas un cycle d'apprentissage. D'accord, c'est bien compris. C'est d'ailleurs ça votre conclusion. Les élections, parlons-en, s'achèvent par ici. Nous avons parlé de la question principale de savoir que faire pour espérer avoir un processus électoral réussi en République démocratique du Congo. Nous en avons parlé avec le professeur André Lisongomi. Il est docteur en sociologie politique et électorale, professeur à l'université de Lubumbashi. Professeur, merci d'être venu.
Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier et de féliciter également cette grande chaîne. Les élections, parlons-en, s'achèvent par ici. L'émission est également à suivre sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Arc-en-Ciel RTV, vous retrouverez cette émission. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles sur la télévision Arc-en-Ciel. Au revoir.